candidats, aujourd'hui, mercredi 13 mai 2020, notre séance du jour va porter sur la suite du thème 6 en philosophie terminale scientifique, C et D, thème 6 portant sur l'État et le pouvoir politique. La première partie de ce thème a été faite et elle a porté sur la définition de l'État, la nation, la patrie, les différentes théories de l'État. Nous avons vu avec le collègue dans la séance précédente au petit 1 l'État comme arbitre social et au petit 2 l'État comme instrument de domination et d'aliénation, avec bien entendu des philosophes comme Marx, Lénine, Stirner et Bakounine. Et aujourd'hui, nous allons passer très rapidement au petit 3, plutôt au grand 3, le grand 3, qui porte sur le pouvoir politique et ses différentes formes d'expression. Pour pouvoir étudier les différentes formes d'expression du pouvoir politique, nous allons d'abord procéder à la définition de ce que l'on entend par pouvoir politique. C'est pourquoi nous retrouvons ici au petit 1 dans le grand 3. Petit 1, nous avons la définition, donc définition du pouvoir politique. Nous allons directement aller à l'étude de la définition du pouvoir politique, chers candidats. C'est ainsi que l'on peut noter maintenant le pouvoir politique désigne la puissance, la force, la capacité de réaliser quelque chose et d'agir. Donc le pouvoir politique désigne la puissance, la force, la capacité de réaliser quelque chose et d'agir. Je reprends cette phrase. Le pouvoir politique désigne la puissance, la force, la capacité de réaliser quelque chose et d'agir. On met un point. C'est l'autorité. C'est l'autorité. On peut dire en d'autres termes que le pouvoir politique renvoie à l'autorité, virgule. L'influence ou la domination d'un individu. Il est l'expression de l'influence ou de la domination d'un individu ou un groupe d'individus. Influence ou domination qu'un individu ou un groupe d'individus exerce sur les autres et sur les choses. Donc le pouvoir politique peut se donner à s'entendre ou à se comprendre ou à se définir comme une sorte d'influence ou de domination qu'un individu ou un groupe d'individus exerce sur les autres et sur les choses. Point. Mais le pouvoir politique se définit encore comme toute forme d'autorité ou de gouvernement. Le pouvoir politique se définit encore comme toute sorte d'autorité ou de gouvernement qui s'exerce dans la gestion d'un État. Le pouvoir politique, je reprends cette phrase, mais le pouvoir politique se définit encore comme toute forme d'autorité ou de gouvernement qui s'exerce dans la gestion d'un État. On va répéter pour la dernière fois. Le pouvoir politique se donne aussi à se définir comme toute forme d'autorité ou de gouvernement qui s'exerce dans la gestion d'un État. Point. Il s'agit d'un pouvoir légal. Il s'agit d'un pouvoir légal. Il s'agit d'un pouvoir légal.
c'est-à-dire un pouvoir qui repose sur les lois, la légalité. Le pouvoir politique, c'est un pouvoir qui repose sur les lois. Donc, s'il s'agit d'un pouvoir légal, c'est-à-dire fondé sur la loi. Le pouvoir politique est un pouvoir qui est fondé sur la loi. Bien sûr que nous insistons sur le pouvoir politique parce que toute forme de pouvoir n'est pas justement un pouvoir politique. Toute forme de pouvoir, vous pouvez par exemple exercer un pouvoir ancestral, un pouvoir, j'allais dire, traditionnel, mais qui n'est pas forcément un pouvoir politique. Le pouvoir politique qui se donne à étudier ici, c'est le pouvoir porté sur la loi ou portant sur la loi. Voilà. Donc, il s'agit d'un pouvoir qui est fondé sur la loi. On met un point. Il existe de ce point de vue plusieurs formes d'expression du pouvoir politique. Et c'est justement ce que nous avons montré ici, que nous allons pour cette séance étudier les différentes formes d'expression du pouvoir politique. Donc, dans ces différentes formes du pouvoir politique, nous aurons, après le petit 2 portant sur la définition, on va avoir le petit 1 plutôt portant sur la définition. Nous passons au petit 2. Celui-ci va porter sur les différentes formes d'expression du pouvoir politique. Les différentes formes d'expression, du pouvoir politique. Du pouvoir politique. Nous sommes là au cœur de l'objet de notre enseignement de ce matin. Les différentes formes d'expression du pouvoir politique. Dans ces différentes formes d'expression du pouvoir politique, nous aurons au petit 2, 1, petit 2-1, l'aristocratie. 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 Et quand on parle de l'aristocratie, nous sommes bien évidemment enclins au cœur de la conception platonicienne de l'aristocratie. Nous sommes chez Platon et nous allons aborder une des formes d'expression du pouvoir politique qui est l'aristocratie, mais en nous installant dans la philosophie de Platon. Et donc, on peut aller à la ligne. Petit 2.1, l'aristocratie, entre parenthèses, Platon. Du grec, Aristos, du grec, Aristos. Pour dire meilleur, pour
du grec Aristos pour dire meilleur et Kratos pour dire le pouvoir. Donc, du grec Aristos qui renvoie à meilleur et Kratos qui renvoie cette fois-ci au pouvoir, virgule. L'aristocratie est tout simplement le pouvoir des meilleurs. Pour dire ce meilleur et Kratos renvoyant au pouvoir, l'aristocratie est finalement le pouvoir des meilleurs. Point. On met le point et on continue sur la même ligne. Mais avant de continuer, je rappelle cette phrase du grec Aristos, virgule, meilleur, et Kratos, virgule, pouvoir. L'aristocratie est finalement le pouvoir des meilleurs. Nous sommes chez Platon, bien entendu, parce que dès le départ, dans notre sous-titre, tout ce vocabulaire, cette terminologie philosophique est totalement redevable à la conception platonicienne de l'aristocratie. Voilà. Après le point, c'est un régime politique. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par une classe d'intellectuels. Donc, nous pouvons considérer l'aristocratie comme un pouvoir, un régime politique dont le pouvoir est exercé, un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par une classe d'intellectuels. Donc, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par une classe des meilleurs ou des intellectuels, c'est-à-dire par une élite. Donc, l'aristocratie est un pouvoir politique exercé par une certaine élite. Élite. Nous mettons élite. Donc, il y a une élite, on peut même rendre pluriel ce terme, il y a des élites qui sont à la tête de ce pouvoir dit aristocratique du point de vue de Platon. On met le point. Il s'agit d'une classe des citoyens pleins d'intelligence et de réalisme. Donc, on peut considérer qu'avec l'aristocratie, bien évidemment, on va avoir des aristocrates, On va avoir des aristocrates. Avec l'aristocratie, on trouvera que cette classe dirigeante va donner des aristocrates. Mais finalement, qu'entendons-nous par aristocrates? Ce sont des citoyens pleins d'intelligence et de réalisme. Intelligence et réalisme. Intelligence et réalisme. Intelligence et réalisme. Ah oui, quand on parle de réalisme ici, nous sommes en philosophie, nous devons distinguer les différents types de réalisme. Mais il est question précisément, en ce qui concerne la philosophie, du réalisme social. Du réalisme social.
qui est appliqué directement aux questions de philosophie de la société, aux questions de gestion de la société. Le réalisme du réalisme concret, c'est où, en d'autres termes, dans un vocabulaire plus avancé, le réalisme scientifique. Mais ici, il est question du réalisme sociétal, du réalisme social, c'est-à-dire appliqué à la bonne gestion de la cité. Le réalisme sociétal, le réalisme en société, le réalisme qui s'applique à la cité, c'est ce réalisme qui procède par transformation significative de la société en ayant à l'arrière-plan la relation entre ce qui est dit et ce qui doit être fait. C'est dans ce contexte-là que les aristocrates sont des intellectuels pleins d'intelligence et de réalisme. Donc, il s'agit d'une classe. Quand on parle de l'aristocratie, il s'agit d'une classe des citoyens pleins d'intelligence et de réalisme. Point. Pour la suite, on continue sur la même ligne. Platon est considéré comme le théoricien et le défenseur de cette forme de pouvoir. Nous l'avons dit dès le début. Donc, Platon est considéré comme le théoricien et le défenseur de cette forme de pouvoir. On met un point. Donc, après le point, nous continuons. Nous avons dit tout à l'heure, après le point, que Platon est considéré comme le théoricien et le défenseur de cette forme de pouvoir. Selon lui, donc nous sommes chez Platon, selon lui, virgule, l'aristocratie est le meilleur des gouvernements qui puissent exister. Selon Platon, l'aristocratie est le meilleur des gouvernements qui puissent exister. Selon Platon, l'aristocratie est le meilleur des gouvernements qui puissent exister. Car, pour éviter les inégalités sociales, l'injustice et la tyrannie, je reprends cette phrase, car pour éviter les inégalités sociales, l'injustice et la tyrannie, virgule, le pouvoir politique doit être exercé par les philosophes. Le pouvoir politique doit être exercé par les philosophes. Nous sommes toujours chez Platon. Le pouvoir politique doit être exercé par les philosophes. On met un point et nous reprenons cette phrase. Car pour éviter les inégalités sociales, l'injustice et la tyrannie, virgule, le pouvoir politique doit être exercé par les philosophes. Point. Dans la suite, cela doit être ainsi parce que le philosophe seul possède la connaissance du bien. La connaissance du bien. Cela doit être ainsi parce que le philosophe seul
possède la connaissance du bien, du juste et du vrai. Du juste et du vrai. Voilà la principale raison pour laquelle Platon considère que l'aristocratie, entendue comme pouvoir des meilleurs, entendue comme pouvoir exercé par une certaine élite, l'aristocratie considérée comme la classe des meilleurs, la classe des esprits compétents à la tête d'une société, devrait pouvoir se ramener à l'exercice d'un ensemble de pouvoirs à partir des philosophes. Toujours chez Platon. Et cela pourquoi? Parce que, selon Platon, bien évidemment, les philosophes seuls sont en mesure, du point de vue de Platon, de faire respecter le bien, de faire respecter la justice et de faire triompher la vérité. Ce qui est vrai étant relatif à la vérité dans une société. Donc Platon, étudiant l'aristocratie, va considérer que cette classe des aristocrates serait tenue par des philosophes. Parce que les philosophes incarnent une certaine puissance dans la production intellectuelle du bien. Les philosophes incarnent une certaine puissance dans la production intellectuelle du bien, de la justice et de la vérité. Voilà, donc nous continuons. Selon lui, bien entendu, je répète cette phrase, selon lui mis pour Platon, l'aristocratie est le meilleur des gouvernements qui puissent exister, car pour éviter les inégalités sociales, l'injustice et la tyrannie, le pouvoir politique doit être exercé par les philosophes. On met un point. Après philosophe, on met un point. Cela doit être ainsi. Il donne la raison. Il justifie. Il justifie les raisons, les motivations principales pour lesquelles les philosophes devraient pouvoir animer cette classe dirigeante qu'est l'aristocratie. Cela doit être ainsi parce que le philosophe seul possède la connaissance du bien, du juste et du vrai. Point. Ainsi, virgule, écrit-il, deux points, ouvrez les guillemets, ainsi, virgule, écrit-il, deux points, ouvrez les guillemets. Nous mettons intégralement la citation de Platon au tableau. Nous mettons intégralement la citation de Platon au tableau et au milieu du tableau. On est dans les guillemets après les deux points. Les mots ne cesseront pas pour les humains. Les mots ne cesseront pas. Les mots ne cesseront pas pour les humains. Les mots ne cesseront pas pour les humains. Les mots ne cesseront pas pour les humains
avant que la race des purs, avant que la race des purs, avant que la race des purs, avant que la race des purs et authentiques philosophes, avant que la race des purs et authentiques, avant que la race des purs et authentiques philosophes les mots ne cesseront pas avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive, c'est la race qui n'arrive au pouvoir la race des philosophes authentiques, c'est cette race qui arrive au pouvoir ou que les chefs de cité, ou que les chefs des cités, ou que les chefs des cités, chefs de cité, virgule, par une grâce divine, par une grâce divine, par une grâce divine, virgule, ne se mettent à philosopher véritablement, ne se mettent à philosopher véritablement, à philosopher véritablement, ne se mettent à philosopher véritablement. Ne se mettent à philosopher véritablement. Point fermé les guillemets, lettre 7. Dans une des lettres 7 de Platon, on souligne lettre 7. Donc voilà la réflexion de Platon, ainsi portée entièrement au tableau. Les mots, c'est-à-dire les mots, les maladresses, les anomalies, ici c'est lié au défaut, c'est le pluriel de mal. Les mots ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs de cité par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. Voilà. Mais cette réflexion ainsi posée revendique l'implication des philosophes dans l'exercice du pouvoir aristocratique, selon Platon. Platon est en train d'impliquer directement les philosophes dans cette réflexion au cœur du pouvoir aristocratique. L'aristocratie, qui est définie platoniciennement comme le pouvoir des meilleurs, l'aristocratie perçue comme le pouvoir exercé par une élite intellectuelle de premier rang, mais en même temps, chez Platon, dans cette élite, il revendique l'installation des philosophes au cœur de ce pouvoir.
il faut que cette race n'arrive au pouvoir. Mais la race, ce sont les purs et authentiques philosophes. Cette espèce n'arrive au pouvoir ou que les chefs de cité, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. Nous verrons la suite. Après cette brillante citation de Platon, nous allons pouvoir continuer avec la suite. À la ligne. Les philosophes sont aptes à gérer le pouvoir politique. Les philosophes sont aptes à gérer le pouvoir politique parce qu'ils sont, selon Platon, virgule, parce qu'ils sont, selon Platon, virgule, des citoyens dignes de vertu. Ils sont des citoyens dignes de vertu. Il y a la notion de vertu, une très bonne notion. Ils sont des citoyens dignes de vertu. Parce qu'ils sont dignes de vertu, virgule, de tolérance, et en même temps, ils sont dignes de vertu, de tolérance et de sagesse. Voilà. Les philosophes sont aptes à gérer le pouvoir politique parce qu'ils sont, selon Platon, virgule, des citoyens dignes. Il se pourrait que le concept ou le terme digne complique nos candidats. On met au tableau digne, des citoyens dignes, des citoyens dignes de vertu, de tolérance, de sagesse, virgule, aimant la vérité et la justice. Nous avons déjà la vérité quelque part, plutôt la justice. Nous avons retrouvé la justice. Oui, la justice. Et ici, la vérité. Donc, les philosophes sont amoureux. Les philosophes sont friands de la vérité. Ils poursuivent la vérité. Ils recherchent la vérité et en même temps la justice du point de vue de la façon dont Platon présente l'aristocratie. Je reprends cette phrase. Les philosophes sont aptes à gérer le pouvoir politique parce qu'ils sont, selon Platon, des citoyens dignes de vertu, de tolérance, de sagesse, virgule, aimant la vérité et la justice. Je vais un peu m'appesantir sur tous ces concepts majeurs, au nombre desquels nous avons la sagesse, ici, la vertu et la justice. Nous avons aussi la vertu, ainsi que la tolérance. Donc, chez un philosophe, nous avons, entre autres, toutes sont des vertus. Qu'il s'agisse de la vertu en tant que vertu de la vertu, c'est déjà une vertu. La tolérance, qui est juste à côté de la vertu, est encore une vertu. La culture de la tolérance, puisque nous sommes passés par la culture. Un philosophe développe en lui la culture de la tolérance. La tolérance est une vertu cardinale de l'homme. Mais à côté de ça, nous avons chez le philosophe l'esprit de sagesse que montre Platon. Nous avons chez le philosophe l'esprit de sagesse. Et en même temps, nous avons une emprise
chez le philosophe qui tend toujours vers la justice sociale. La justice sociale. Il y a une emprise vers la justice. Et c'est ici que nous retrouvons la justice. Dans ce qui est juste, nous avons ni plus ni moins que la justice. On met un point. On continue à la ligne. Si Platon estime que l'aristocratie est la meilleure forme du pouvoir, si Platon estime que l'aristocratie est la meilleure forme du pouvoir, virgule, il n'en demeure pas moins que l'intelligence ou la compétence soit le seul critère du gouvernement. Alors, ça c'est une très bonne phrase. Si, on reprend, si Platon estime que l'aristocratie est le meilleur du pouvoir politique, il n'en demeure pas moins que l'intelligence ou la compétence soit le critère du gouvernement. Chez Platon, nous avons déjà signalé l'intelligence ici. L'intelligence. À cela, on peut ajouter la compétence. La compétence. Platon recherche des dirigeants compétents ou inversement, intelligents et compétents. Sinon, compétents et intelligents pour animer, bien sûr, l'aristocratie. Pour animer l'aristocratie. Platon recherche une élite qui serait, du point de vue de son souhait, une élite formée des philosophes qui sont à la fois intelligents et compétents. Chez Platon, l'aristocratie passe par ce dénominateur commun. Il y a une sorte de dénominateur commun à ces philosophes. Tous ces philosophes devraient pouvoir être compétents et intelligents. Voilà, pour exercer le pouvoir aristocratique. On va à la ligne. On va à la ligne pour prendre ce qui suit. Dans ce sens, virgule, dans ce sens, virgule, dans ce sens, virgule, Kant, on introduit Emmanuel Kant quand même. On introduit Emmanuel Kant, nous allons y revenir tout à l'heure dans les explications. On prend d'abord le contenu de la phrase chez Kant. Dans ce sens, virgule, Kant pense que le pouvoir et la raison sont incompatibles. Conséquent, cohabiter. Dans ce sens, Kant pense que le pouvoir et la raison sont incompatibles et ne peuvent par conséquent cohabiter, puisque devant les richesses, le prestige et les honneurs, puisque devant les richesses, le prestige et les honneurs, la raison finira par être corrompue. À ce niveau-là, Kant va en quelque manière en contradiction, il entre directement en contradiction avec Platon. Platon qui célébrait tout à l'heure dans notre présentation sommaire l'aristocratie comme étant l'affaire des philosophes. Mais Kant arrive pour dégager une sorte d'avertissement pour dire « mais attention, le pouvoir et la raison sont incompatibles ». La raison étant l'instrument de travail du philosophe
le pouvoir étant le lieu d'exercice de la raison politique, on peut considérer que la raison philosophante et la raison politique ne peuvent pas cohabiter, d'après Kant, bien entendu, parce que la raison et le pouvoir sont incompatibles et ne peuvent pas cohabiter, étant donné que les richesses, le prestige et les honneurs finissent par corrompre la raison. D'ailleurs, la richesse, il y a, soit dit en passant, Martin Luther King, qui, dans La force d'aimer, écrivait par exemple que l'argent n'a pas de valeur morale propre, écrivait Martin Luther King. Donc, la richesse termine par corrompre son possesseur. La richesse finit par corrompre le sujet riche, l'homme riche, si surtout lui-même ne fait pas assez attention. Chez Kant, entre autres raisons pour pouvoir désolidariser le pouvoir politique du philosophe, mais il dit le pouvoir politique va produire des richesses. Le pouvoir politique va produire le prestige social, l'élégance, va produire l'élégance. Il va aussi produire les honneurs. Le pouvoir politique installe l'homme dans les honneurs, en pleine société. Et le philosophe radical, le philosophe au sens rigoureux du terme, le philosophe tel qu'il se donne à comprendre dans une sorte de terminologie rigoureuse chez Foucault, le philosophe de l'archéologie du savoir, non, il peut subir une influence, le philosophe est capable de subir une influence face aux richesses, face au prestige et face aux honneurs. Voilà pourquoi Kant dit ici que le pouvoir et la raison sont incompatibles et ne peuvent pas, par conséquent, cohabiter, puisque devant les richesses, le prestige et les honneurs, la raison finira par être corrompue. Point. La suite. D'après lui, on ne peut pas associer raison et politique. D'après Kant, bien évidemment, on ne peut pas associer raison et politique, virgule. Donc, le rôle d'un philosophe serait celui du conseiller. Le philosophe ne peut pas, tel que Platon le montre ici, dans sa lettre 7, être directement celui qui exerce le pouvoir. Mais Kant demande que le philosophe plutôt devienne le conseiller de celui qui exerce le pouvoir. Point. Sur la même ligne, le philosophe est le conseiller du prince. Le philosophe a sa place dans l'art d'être le conseiller du prince. Le philosophe a sa place dans l'art d'être le conseiller du prince. Voilà pourquoi Kant affirme, là nous allons prendre une citation maintenant de Kant. Nous allons prendre une citation de Kant. La première citation que nous avons, elle est de Platon et la seconde, c'est celle de Kant. On va donc
sur la même ligne. Voilà pourquoi Kant affirme, deux points, on ouvre les guillemets. Deux points, on ouvre les guillemets. Kant affirme que des rois, deviennent philosophes, que des rois deviennent philosophes, que des rois deviennent philosophes, ou des philosophes deviennent rois, ou des philosophes deviennent rois, que des rois deviennent philosophes, ou des philosophes deviennent rois, virgule, on ne peut guère s'y attendre, on ne peut guère s'y attendre, et l'on ne doit pas non plus le souhaiter. Et on ne doit pas non plus le souhaiter parce que la possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. On ne doit pas non plus le souhaiter parce que la possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. La possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. Ici, c'est maintenant Kant qui renverse tranquillement la conception platonicienne de l'aristocratie. Kant et l'ouvrage, ici, c'est le projet de paix perpétuelle. Projet de paix perpétuelle. Et on souligne le titre, projet de paix perpétuelle. Donc, on reprend cette citation qui travaille à renverser la conception platonicienne de l'aristocratie, à savoir que, pour Platon, les philosophes devraient être les mieux placés pour pouvoir exercer le pouvoir politique, mais là, Kant dit que des rois deviennent philosophes ou que des philosophes deviennent rois, on ne peut guère s'y attendre et on ne doit pas non plus plutôt le souhaiter parce que la possession du pouvoir corrompt inévitablement
le libre jugement de la raison. Voilà donc comment Kant voit les choses. À la ligne, l'aristocratie, de ce point de vue, présente des limites. Chez Kant, bien entendu. L'aristocratie, d'après Kant, tel que Kant argumente ici, il renverse l'aristocratie et nous trouvons l'occasion de signaler les limites de ce pouvoir politique qu'est l'aristocratie tant vénérée par Platon. Donc l'aristocratie présente des limites. L'aristocratie présente des limites. 2 points. Exclusion, par exemple, d'une certaine classe sociale dans le jeu politique. Bien entendu que si l'aristocratie met l'accent sur la recherche des meilleurs à la tête d'un régime politique, alors il y a une sorte d'exclusion d'une certaine classe sociale dans le jeu politique. C'est déjà une des faiblesses ou une des limites de l'aristocratie. Et cette exclusion d'une certaine classe sociale dans le jeu politique va faire subir plutôt de la dictature d'une minorité des citoyens au pouvoir. Parce qu'on ne peut pas avoir dans une société, logiquement parlant, que des meilleurs partout où ils se trouvent. Non. Dans une société, nous avons bien sûr des individus de toute espèce. Et donc, l'une des faiblesses majeures, c'est que l'aristocratie travaille à l'exclusion d'une certaine classe sociale. Et par conséquent, par voie de conséquence, expose à une sorte de dictature d'une minorité de citoyens au pouvoir. Ils sont au pouvoir parce que très méritants, ils sont au pouvoir parce que très excellents, ils sont au pouvoir parce que très compétents, ils sont au pouvoir parce qu'ils sont très réputés dans l'art du génie. Alors, c'est une minorité qui, de ce point de vue-là, travaille à faire subir de la dictature à tout le reste dans cette société. Voilà ce qu'il y avait à dire de l'aristocratie. Nous passons maintenant à la démocratie chez Rousseau et Montesquieu. Nous passons donc à la démocratie chez Rousseau et Montesquieu. Donc, nous allons prendre dans le petit 2.2, le petit 2.2, il sera intitulé, après l'aristocratie bien sûr, c'est la démocratie. Dans l'étude des différentes formes d'expression du pouvoir politique dans les terminales scientifiques C et D. Donc, cette partie sur le petit 2.2 pointe un macro-concept, un concept géant, un concept intéressant, un concept important, un concept à la fois concept et système politique, la démocratie. Nous allons pouvoir prendre la démocratie. Au petit 2.2. Nous mettons donc la démocratie. Du point de vue de la chronologisation de notre écriture, nous avons petit 2.2. On met le point.
la démocratie. La démocratie. Et on met entre parenthèses, on est chez Rousseau. Ici, on va s'adresser à Rousseau. Nous allons nous appuyer sur Rousseau et Montesquieu. Montesquieu. Et on ferme la parenthèse. On souligne ce sous-titre important. La démocratie chez Rousseau et Montesquieu. On peut prolonger le soulignement parce que cette démocratie est à étudier dans la pensée de Rousseau et dans celle de Montesquieu. À la ligne, pour aller directement à la ligne. Du grec démos, du grec démos, du grec démos, on va mettre le concept démos au tableau. Du grec démos. Démos, du grec démos. Peuple. Et kratos. Et kratos. Pour dire le pouvoir. Du grec démos pour peuple et kratos pour dire le pouvoir, virgule, la démocratie est étymologiquement à comprendre comme le pouvoir du peuple. La démocratie est étymologiquement à comprendre comme le pouvoir du peuple. La démocratie est étymologiquement à comprendre comme le pouvoir du peuple. Virgule, lui-même souverain. Ce peuple est lui-même souverain. Donc, la démocratie est d'origine grecque, démos kratos, pour dire le pouvoir souverain. La souveraineté du peuple. Donc, la démocratie est étymologiquement un régime politique dans lequel le peuple est lui-même souverain. La démocratie recherche un peuple libre, un peuple libre, un peuple libre, un peuple libre. Voilà, un peuple sans pression. La démocratie, c'est le fait que, bien entendu, le pouvoir est exercé ou le pouvoir revient au peuple qui est lui-même libre, souverain. Souverain. Le pouvoir est exercé, le pouvoir revient à un peuple souverain. Voilà. Un peuple libre, souverain. Abraham Lincoln, il y a un philosophe qui est ici cité, Abraham Lincoln, philosophe et bien sûr homme politique, parce que penseur,
Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln définit la démocratie comme suite. Abraham Lincoln définit la démocratie comme suite. On va prendre sa définition librement. La démocratie est donc le pouvoir du peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple. C'est un pouvoir qui revient au peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, par le peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pour le peuple. Pour le peuple. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà la définition lincolnienne de la démocratie. Abraham Lincoln va définir la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Point. Sur la même ligne, il s'agit d'un type de gouvernement. Il s'agit d'un type de gouvernement dans lequel les dirigeants sont élus par le peuple à travers un scrutin exprimé en suffrage universel. La démocratie est une sorte de pouvoir dont les dirigeants sont élus par le peuple. Les dirigeants, pour faire simple, sont choisis par le peuple à travers un scrutin exprimé en suffrage universel. Point. Charles Montesquieu est l'un des penseurs à la ligne. On va maintenant à la ligne. Charles Montesquieu est l'un des penseurs ayant déterminé les vraies règles du fonctionnement du pouvoir démocratique. Charles Montesquieu est l'un des penseurs ayant déterminé les vraies règles de fonctionnement du pouvoir démocratique. Point. Je répète pour la dernière fois cette phrase. Charles Montesquieu est l'un des penseurs ayant déterminé les vraies règles du fonctionnement du pouvoir démocratique. Point. Son principe se fonde sur la séparation des pouvoirs. Le principe du pouvoir politique démocratique se fonde sur la séparation des pouvoirs. Point. Son principe se fonde sur la séparation des pouvoirs. Point. En d'autres termes, virgule, il s'agit de faire en sorte que chaque pouvoir s'exerce dans son domaine. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte que chaque pouvoir s'exerce dans son domaine et qu'il constitue en soi un contre-pouvoir pour les autres. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte que chaque pouvoir s'exerce dans son domaine et qu'il constitue en soi un contre-pouvoir pour les autres. Point. Un contre-pouvoir pour les autres. Point. On continue. La démocratie exprime cet idéal de gouvernement subdivisé en instances représentatives.
La démocratie exprime cet idéal de gouvernement subdivisé en instances représentatives, garantissant les exigences de liberté, d'égalité, de sécurité et de paix. Donc, lorsqu'on parle de la démocratie, la démocratie fait penser directement à des macro-concepts comme la liberté, l'égalité, la sécurité, et la paix. Et bien sûr, la paix. Dans un régime démocratique appartenant au peuple, forcément, nous devons retrouver, bien sûr, les indicateurs démocratiques tels que la liberté, l'égalité, la sécurité et la paix. Exigences qui constituent les idéaux de l'humanité. Exigences qui constituent les idéaux de l'humanité. Point. Montesquieu pense que tout homme, en disposant du pouvoir, est porté à en abuser. Montesquieu pense que tout homme, disposant du pouvoir, est porté à en abuser. D'où l'urgence de séparation de pouvoir. Montesquieu postule pour la séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs. C'est très important. Montesquieu revendique la séparation des pouvoirs, car, écrit-il, ouvrez les guillemets, car, écrit-il, ouvrez les guillemets, nous prenons la citation de Montesquieu au milieu du tableau pour qu'elle soit visible. Qu'elle soit visible visiblement. Montesquieu. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, 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 virgule, il faut que par la disposition des choses, 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 virgule, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. L'ouvrage, c'est de l'esprit des lois. De l'esprit des lois. Donc, nous sommes chez Montesquieu.
Nous avons parlé ici de la séparation des pouvoirs, et cette séparation des pouvoirs est prononcée par Montesquieu dans la pensée suivante: pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir de l'esprit des lois. À la ligne, pour Jean-Jacques Rousseau, virgule, un État légitime est un État qui fonctionne avec les principes de démocratie directe. On est maintenant chez Jean-Jacques Rousseau. Un État légitime est un État qui fonctionne avec les principes de démocratie directe. Pour Jean-Jacques Rousseau, un État légitime est un État qui fonctionne avec les principes de démocratie directe. Point. Autrement dit, virgule, pour Rousseau, virgule, seule une démocratie directe où le peuple exerce directement le pouvoir législatif est légitime. Point. Autrement dit, virgule, pour Rousseau, virgule, seule une démocratie directe où le peuple exerce directement le pouvoir législatif est légitime. Chez Rousseau, bien sûr, le peuple doit librement exercer son pouvoir législatif, bien sûr que pour choisir librement ses dirigeants. Point. Ainsi donc, un pouvoir qui donne naissance à un État juste, c'est celui fondé sur un contrat dans lequel chaque individu n'obéisse qu'aux lois votées par le peuple dont il fait partie. Je reprends cette phrase. Ainsi, donc, un pouvoir qui donne naissance à un État juste, ainsi donc, un pouvoir qui donne naissance à un État juste, c'est celui fondé sur un contrat. C'est celui fondé sur un contrat dans lequel chaque individu n'obéisse qu'aux lois votées par le peuple dont il fait partie. Je reprends cette phrase pour la dernière fois pour nos candidats. Ainsi donc, virgule, un pouvoir qui donne naissance à un État juste, virgule, c'est celui qui est fondé sur un contrat dans lequel chaque individu n'obéisse qu'aux lois votées par le peuple dont il fait partie. Point. Ainsi écrit-il. Ainsi écrit-il. Nous sommes maintenant chez Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ainsi écrit-il. Deux points, ouvrez les guillemets. Ainsi écrit-il. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous sommes chez Rousseau et nous prenons la pensée de Rousseau. Tout gouvernement légitime est républicain. Tout gouvernement légitime est républicain. Tout gouvernement légitime est républicain. Est républicain. Tout gouvernement légitime est républicain. Tout gouvernement légitime est républicain. L'ouvrage duquel est extraite cette citation, c'est du contrat social. Du contrat social. L'ouvrage dans lequel ou duquel est extraite cette citation, c'est du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau a écrit plusieurs livres, bien entendu, de l'origine de l'inégalité parmi les hommes et bien d'autres, Émile ou de l'éducation, bien entendu, et il est devenu très célèbre à partir de son
contrat social. À la ligne. Bon, on peut, avant de passer à la ligne, essayer d'expliquer cette citation de Jean-Jacques Rousseau. Nous procédons par la lecture attentive de la citation. Tout gouvernement légitime est républicain. Cela veut tout simplement dire que, finalement, la légitimité d'un gouvernement procède de sa républicanité. De sa républicanité. Le gouvernement doit être légitime à partir du moment où il est républicain. Il est choisi par le peuple, par la République. La République étant l'affaire de tout le monde. La République étant l'affaire de tout le monde. Tout gouvernement légitime est républicain. Il appartient donc à la République, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens qui forment une nation. Nous allons continuer et nous allons bientôt terminer. Nous allons bientôt terminer avec notre enseignement sur les différentes formes d'expression du pouvoir politique au cœur de l'État et le pouvoir politique dans son grand ensemble, avec bien entendu des philosophes comme Rousseau, Montesquieu, Kant et bien d'autres. À la ligne. En effet, la démocratie est la meilleure forme de gouvernement dans le sens où le peuple est détenu, plutôt le pouvoir est détenu par le peuple. La démocratie est le meilleur des pouvoirs, dans ce sens-là bien entendu, parce que c'est l'une des meilleures formes de gouvernement pour la simple et bonne raison que le pouvoir est détenu par le peuple. Virgule. La démocratie garantit les droits des citoyens. La démocratie garantit les droits des citoyens, virgule. Elle consacre la séparation des pouvoirs et la participation de tous à la gestion de la chose publique. La démocratie consacre la séparation des pouvoirs et la participation de tous à la gestion de la chose publique. En démocratie, dans un pouvoir, un régime démocratique, tout le monde, s'il est un individu, peu importe sa nature, s'il est accepté par le peuple à la majorité, peut exercer le pouvoir. On n'est plus dans l'aristocratie où il fallait rechercher les plus compétents, les plus méritants, les plus experts en tel ou tel autre domaine. Non. Ici, le pouvoir est lié à l'expression de la majorité. Voilà. Toutefois, virgule, on peut reprocher à la démocratie certaines faiblesses. La démocratie, quoique étant une des meilleures formes de gouvernement, vue sous l'angle, bien sûr, de Montesquieu ou de Rousseau, bien sûr, mais la démocratie, bien entendu, présente quelques faiblesses, quelques limites, quelques zones d'ombre, notamment le fait d'élire tout citoyen à la magistrature suprême, sans parfois faire ou mener une enquête stricte de moralité, sans pouvoir examiner clairement, par exemple, ceci ou cela, mais tout citoyen peut être élu à la magistrature suprême.
virgule. C'est l'une des faiblesses, donc le fait d'élire tout citoyen à la magistrature suprême, virgule. La domination de la majorité sur la minorité. En démocratie, le fait même que la majorité exerce une puissance sur la minorité, mais il y a une forme de domination, et on peut dire que cela constitue une faiblesse, que la majorité se mette à écraser sans pitié la minorité. Alors que dans la minorité, on peut avoir des bonnes voix. La confusion des libertés qui tend au libertinage. Dans la démocratie, tout le monde est libre, même s'il y a des lois, mais bien entendu, on peut relever au cœur même de ces lois la confusion des libertés tendant au libertinage. Tendant au libertinage. Donc la démocratie, bien évidemment, possède quelques faiblesses. Les faiblesses qui sont liées au fait que la majorité se mette directement à écraser la minorité et ainsi de suite. Un peu comme le disait d'ailleurs Hegel, que toute manifestation sociale contient du pouvoir. Hegel le dit très bien. La manifestation sociale, du point de vue de la société, toute manifestation sociale contient du pouvoir. Et il répète là une réflexion importante de Thomas Hobbes dans le Léviathan. Une réflexion importante de Thomas Hobbes dans le Léviathan. Donc, pour revenir à la démocratie est l'expression de la volonté sociale. Et, entre autres faiblesses, la démocratie privilégie la majorité au détriment de la minorité. Et c'est pourquoi Machiavel n'était pas d'accord. Machiavel n'était pas d'accord. Lui, il voulait des systèmes dirigés par un prince, où le pouvoir doit s'exercer dans la crainte. Hein? Le pouvoir doit s'exercer. Le prince doit d'abord être craint, du point de vue de Machiavel, par exemple. Là, on est sorti, bien sûr, de la démocratie pour pouvoir renforcer à la fois le rapport pouvoir et démocratie, démocratie et pouvoir, pour montrer que l'État lui-même, du point de vue de Marx, l'État lui-même, du point de vue de Marx, est l'expression officielle de la société civile. Chez Marx, l'État est l'expression officielle de la société civile. Parce que, bien entendu, l'État réconcilie les intérêts particuliers avec sa propre vocation universelle. Pour parler comme Hegel dans les principes de la philosophie du droit, l'État réconcilie les intérêts particuliers avec sa propre vocation universelle. Bon, cette démocratie issue du pouvoir politique au cœur d'un État, bien sûr que cela nous a donné à la fois, mais je tiens à repréciser pour terminer que dans les séries littéraires, précisément en série A4 lettres, nous en avons l'habitude de présenter ces enseignements et là-bas, vous allez constater qu'après l'aristocratie, il y a la monarchie. Il y a la monarchie, monos, c'est-à-dire que la monarchie, c'est le pouvoir exercé par un seul individu, et ça s'étudie en terminale littéraire avant de passer à la démocratie. Donc, que certains de nos candidats au baccalauréat ne confondent pas le programme des séries scientifiques de celui des séries littéraires, parce qu'en série littéraire, nous avons 3 types d'expression du pouvoir politique, à savoir l'aristocratie, la monarchie et la démocratie. Par contre, dans les séries scientifiques, après l'aristocratie, nous tombons directement à la démocratie. Et prochainement, nous allons étudier un aspect important
qui fera le rapport très intéressant qu'il y a lieu de construire entre le citoyen, l'État et le pouvoir. Ce sera l'objet de la prochaine séance. Mais avant cela, nous nous proposons de donner quelques sujets de réflexion à nos candidats qui travaillent à la maison. Sujet 1. Sujet numéro 1. L'État est-il un instrument de domination? 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 Sujet 2. Sujet numéro 2. Sujet numéro 2. Peut-on concevoir une société sans État? Peut-on concevoir une société sans État? Sans État? Peut-on concevoir une société sans État? Et dernier sujet, sujet numéro 3. Sujet numéro 3. La démocratie est-elle une panacée? La démocratie est-elle une panacée? La démocratie est-elle une panacée? Voilà, et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Très bonne journée à tous. Merci et à prochainement. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.